Avec Grégory Volokin qu'on retrouve du côté de Mescart Financial Services. Bonjour Grégory. Bonjour Cédric. Qu'est-ce qui s'annonce tout à l'heure à New York? Du côté parisien, en tout cas, on souffre encore une fois de la Grèce. Oui, je crois que pour le moment, les marchés américains ont surtout les yeux tournés vers les indices européens. Donc on voit du rouge sur les futurs, une baisse à l'ouverture environ de 0,5%, je dirais, pour les principaux indices. Et on a une fusion dans l'air, c'est ça? On respire un petit peu comme un parfum? Non, il y en a plus qu'une en fait. Il y en a une au niveau de constructeurs de maisons. C'est Standard Pacific et Ryland qui fusionnent. Ça va devenir le numéro 4 aux États-Unis. Alors, pour situer qu'est-ce que ça fait le numéro 4 aux États-Unis, ça construit 12 500 maisons par année, c'est quand même beaucoup. Et puis il y a une autre fusion aussi dans le domaine je dirais l'informatique pour les voitures, puisqu'il y a une compagnie qui fait du software pour aider à la vente de voitures sur Internet, qui est achetée par une autre compagnie qui elle-même est privée pour un deal de 4 milliards de dollars. Donc oui, on commence la semaine avec un peu d'actualité de fusion et d'acquisition là aux États-Unis. Eh bien, on suivra tout ça bien évidemment tout à l'heure, une fois les premiers échanges, le coup d'envoi donné sur les premiers échanges. Grégory Volokin depuis Mescart Financial Services. Parler un tout petit peu plus sur le calendrier d'une future hausse des taux. Voilà donc pour les données macroéconomiques. Quels sont les autres sujets, entre guillemets, qui tiennent la une, qui font la une à New York ce matin? Je dirais que c'est une semaine très très politique parce que d'abord pour Obama, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement important qui est en train de lui exploser dans les mains, si je puis dire. C'est le TPP, le Trans-Pacific Trade Agreement. Vous savez que vendredi, la Chambre des représentants a refusé une des deux parties de cet accord commercial avec beaucoup de pays asiatiques. C'était un des grands buts de Obama pour sa présidence. Donc là, il essaie vraiment de sauver un tout petit peu la mise en négociant avec qui? Avec son parti, parce qu'en fait, c'est les démocrates, c'est l'aile plutôt gauche des démocrates qui a subi des pressions énormes des milieux syndicalistes pour bloquer ce traité commercial en disant qu'il mettait en risque des emplois aux États-Unis. Donc pour Obama, ces 2 prochains jours vont être extrêmement cruciaux et on dit déjà que, en fait, s'il n'arrive pas à faire passer ce traité, il sera un président qu'on appelle ici lame duck. Qu'est-ce que ça veut dire lame duck? Ça veut dire en gros, sans le traduire d'une façon littérale, un président qui a perdu en fait pratiquement tout pouvoir et beaucoup de respect et qui va juste expédier les affaires courantes jusqu'à la fin de son mandat. En attendant de passer le témoin? En attendant de passer le témoin, et là, la grande question, c'est à qui, évidemment. Et tout le monde essaie de se positionner. Donc, hier, c'était Hillary Clinton qui a fait un grand meeting électoral à Roosevelt Island. Alors, Roosevelt, parce que je pense, elle pense au New Deal de Roosevelt. Elle essaie de se positionner comme amie des classes moyennes, ce qui est un peu, comment dire, un peu ironique, vu qu'on ne peut pas appeler les Clinton vraiment classe moyenne. Mais enfin bon, on a l'impression que son discours est plutôt vers la gauche du parti démocrate. Et en même temps, aujourd'hui, à 3 heures cet après-midi, on va avoir le petit d'une autre famille, puisque c'est Jeb Bush qui va annoncer sa candidature. Et Jeb Bush est quand même, pour le moment, parmi les candidats républicains, le favori. Alors, il va falloir un peu attendre, voir qu'est-ce que ça donne. Il est assez connu parce qu'il a été un bon gouverneur de Floride, ou en tout cas, il a été plutôt respecté comme gouverneur de Floride, plutôt centriste aussi. Il a levé déjà beaucoup d'argent sans être encore candidat. La grande question, c'est est-ce que être, je dirais, l'héritier du bagage un peu lourd, du nom, l'héritier de l'Irak à cause de son frère, par exemple, est-ce que ça va vraiment être un handicap ou un avantage? Bon, de la macro et de la politique, côté business, pour en revenir quand même à l'un des nerfs de la guerre des marchés, qu'est-ce qui se dit sur les places new-yorkaises? Écoutez, je dirais que malheureusement, en ce moment, on est vraiment ballotté par, je dirais, des vents qui viennent pas, qui sont pas internes, qui sont vraiment externes à l'économie américaine. Donc, on regarde évidemment au jour le jour ce que les compagnies disent, et ces compagnies, si on voit ce qu'elles font, ce qui est très souvent beaucoup plus important que ce qu'elles disent, montrent quand même plutôt de l'optimisme. Alors, il y avait par exemple cette fusion chez 2 constructeurs de maisons. On ne fusionne pas si on
ne pense pas qu'on est sur des marchés porteurs. Il y a par exemple CVS, la grande chaîne de drugstore, qui va administrer toutes les pharmacies chez Target. C'est un deal de près de 2 milliards de dollars. Il y a une autre fusion dans le domaine du marketing sur Internet des automobiles pour 4 milliards de dollars. Donc le business aux États-Unis va bien, se porte bien. Je dirais qu'en ce moment, on souffre à la fois de l'attentisme vis-à-vis d'une décision de la Réserve fédérale et un peu de ces inquiétudes qui viennent un jour de Grèce, un jour de Chine, un jour de je ne sais où. Et vous me disiez aussi en préparant notre entretien tout à l'heure, Grégory, qu'il y avait aussi certains qui lorgnaient l'amende de BNPP? Oui, c'est assez intéressant. Donc vous savez que BNP Paribas a été condamné à payer 9 milliards de dollars puisqu'ils avaient aidé à structurer des transactions financières avec des pays tels que le Soudan et l'Iran. Et ce qu'on reprochait à BNP, c'est que ces deux pays étaient sur la liste de pays sponsors du terrorisme international, et donc BNP n'avait pas le droit de faire des transactions. Alors maintenant, il y a un groupe de personnes qui se disent avoir été victimes directes ou indirectes du terrorisme et qui disent mais pas si vite, c'est 9 milliards de dollars, il ne faut pas qu'ils aillent directement, voilà, pas directement dans la poche du gouvernement américain, c'est nous les vraies victimes, on en veut une partie. Alors évidemment, c'est un essai, il est loin d'être transformé, mais ça pourrait alors être vraiment le début de quelque chose d'assez interminable. Si tout le monde réclame quelques sous à gauche et à droite au gouvernement américain, ça va aller très loin. Il faut dire que 9 milliards, ça attise une certaine forme de gourmandise. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Merci beaucoup, en tout cas, Grégory Volokhin, depuis Mescart Financial Services, donc à New York.